Le silence dans les quartiers des domestiques semblait plus pesant que d'habitude ce matin-là, chargé d'une tension qui donnait la chair de poule. J'entendais les autres servantes chuchoter derrière leurs portes closes, leur voix formant un bourdonnement nerveux qui me rappelait celui d'abeilles emprisonnées dans un bocal. Dehors, le soleil hivernal luttait pour percer les nuages gris qui recouvraient les jardins du palais, plongeant toutes dans une lumière terne et incolore qui correspondait parfaitement à mon humeur. Je me tenais devant le petit miroir fissuré de ma chambre, reconnaissant à peine la personne qui me regardait. La robe rouge simple, modeste, rien à voir avec les robes élaborées que portaient les dames nobles, me donnait à la fois l'impression d'une armure et d'une vulnérabilité. Il m'avait fallu 3 mois d'économie pour me l'offrir. Pièce après pièce, caché sous la planche l'âge de mon lit, le tissu était doux contre ma peau, d'un rouge profond qui semblait absorber le peu de lumière qui filtrait à travers ma petite fenêtre. Mes cheveux pâles, habituellement attachés en un chignon sévère, comme l'exigeait le personnel du palais, tombaient librement sur mes épaules. Je les avais brossés jusqu'à ce qu'ils brillent. Chaque coup de brosse était un petit acte de rébellion que je n'avais pas tout à fait compris jusqu'à présent. Ce soir, c'était le festin de Mi-Enter, un événement annuel où les plus puissants du royaume se réunissaient pour célébrer une nouvelle année de prospérité sous le règne du roi démon. Pour la plupart des serviteurs, cela signifiait des heures de travail interminables. Servir du vin, débarrasser les assiettes, rester invisible pendant que les personnes importantes riaient et dansaient et nous rappelaient notre place dans le monde. Mais cette année, quelque chose avait changé. Le roi lui-même avait décrété que tous les résidents du palais, quel que soit leur rang, pouvaient assister au festin proprement dit, non pas pour servir, mais pour participer. Cette annonce avait provoqué une onde de choc parmi les serviteurs. Certains y voyaient un cadeau. D'autres, comme ma colocataire Iris, y voyaient un piège, un test que nous étions destinés à échouer. Tu vas vraiment le faire? M'avait demandé Iris la veille au soir, ses yeux sombres écarquillés d'inquiétude. Tu sais ce qu'ils vont dire? Tu sais ce qu'ils vont penser. Je le savais. J'avais passé 6 ans à travailler dans ce palais. 3 d'entre eux dans l'aile privée du roi. 6 ans à être ignoré, à être traité comme un meuble. 6 ans à regarder les nobles dames défiler dans les salles de marbre, vêtues de soie et de bijoux, tandis que je récurais les sols, changeais les draps et disparaissais dans les murs dès qu'une personne importante s'approchait. Mais quelque chose s'était brisé en moi le mois dernier. Ou peut-être avait-il enfin guéri. Je ne savais toujours pas lequel des deux. Cela s'est produit un mardi matin. Je nettoyais le bureau du roi comme je le faisais tous les jours avant l'aube, quand je l'ai trouvé encore là, affalé sur son bureau, une carafe de whisky à moitié vide à son coude. En 6 ans, j'avais perfectionné l'art de l'invisibilité. Mais ce matin-là, quelque chose m'a fait m'arrêter. Il semblait si seul à ce moment-là, puissant et isolé à parts égales. Et sans réfléchir, j'ai posé une couverture sur ses épaules. Ses yeux se sont immédiatement ouverts, d'un bleu glacial intense, surprenant par leur intensité. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés, et j'ai vu quelque chose passer sur son visage, quelque chose que je ne pouvais nommer. Ce n'était ni de la colère, ni de la surprise. Quelque chose de plus profond, de plus compliqué. Comment vous appelez-vous? M'a-t-il demandé d'une voix rauque, encore endormie et alcoolisée. Ah, Votre Majesté. Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Ara? 6 ans, Votre Majesté. Il m'a observé longuement, et je me suis senti exposé d'une manière qui n'avait rien à voir avec le tissu fin de mon uniforme de servante. 6 ans, a-t-il répété lentement, et je ne vous ai jamais vu. Ces mots n'auraient pas dû me blesser, mais ils l'ont fait, parce qu'ils étaient vrais. J'étais excellente dans mon travail précisément parce que je m'étais rendu invisible, imperceptible, un fantôme en coton gris qui gardait ses espaces propres et sa vie ordonnée, sans jamais imposer mon existence à sa conscience. C'est justement le but, Votre Majesté, avais-je dit doucement, et quelque chose qui aurait pu être de la tristesse ou de la reconnaissance avait traversé son regard avant que je ne fasse une révérence et ne m'enfuis. Maintenant, debout dans ma chambre, le cœur battant à tout rompre, je repensais à ce matin-là, au fait d'être invisible, au fait d'avoir choisi d'être invisible, parce que cela me semblait plus sûr que d'être vue et trouvée insuffisante. La robe rouge était un acte de défi contre ma propre peur. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé les épaules et j'ai ouvert ma porte.
Le couloir était en proie au chaos. Les domestiques couraient dans tous les sens, préparant le festin, les bras chargés de nappes, d'argenterie et de compositions florales. Au début, personne ne m'a remarqué, ce qui était à la fois un soulagement et une déception. Mais alors que je me dirigeais vers le grand escalier qui me mènerait à la salle de banquet, les têtes ont commencé à se tourner. Les conversations se sont arrêtées net. J'ai senti le poids de dizaines de regards posés sur moi. J'ai entendu les chuchotements commencer, comme le vent dans les feuilles sèches. C'est Lara? Où a-t-elle trouvé cette robe? Elle se prend pour l'une d'entre eux maintenant? J'ai continué à marcher même si mes jambes étaient faibles, même si tous mes instincts me criaient de faire demi-tour, d'enfiler mon uniforme pour me rappeler ma place. Les marches de marbre s'étendaient devant moi, descendant vers la salle principale où je pouvais déjà entendre la musique et les rires flotter comme de la fumée. Mes doigts tremblaient tandis que je m'agrippais à la rampe. Un pas, puis un autre. Le tissu rouge murmurait autour de mes chevilles à chaque mouvement, me rappelant constamment mon audace. J'étais à mi-chemin dans l'escalier lorsque je l'ai aperçu. Le roi d'Amon se tenait au bas des marches, en train de parler avec son bras droit, Ronan, et son chef de la garde. Il était vêtu de noir, comme toujours, une couleur qui rendait ses yeux pâles encore plus saisissants. Il dégageait une aura de puissance. Pas seulement le pouvoir politique de sa position, mais quelque chose de plus primitif, de plus dangereux. C'était le genre d'homme qui imposait le respect par sa simple présence, qui pouvait faire taire une salle d'un seul regard, et il me regardait directement. La conversation autour de lui s'était arrêtée. Ronan suivit son regard, les sourcils levés de surprise. La main du garde s'était instinctivement posée sur le manche de son épée, comme si je pouvais être une menace. Je me forçais à continuer à descendre, même si mon cœur essayait de sortir de ma gorge. Chaque marche me semblait une petite éternité. La musique dans la salle de banquet s'était estompée en bruit de fond, noyée par le bruit dans mes oreilles. Lorsque j'atteignis le bas de l'escalier, je m'inclinai, mon entraînement prenant le dessus sur ma nervosité. Votre Majesté. Il ne répondit pas immédiatement, le silence était tendu comme une corde d'arc, et je sentais tous les regards dans le hall d'entrée fixés sur nous. Mes joues brûlaient, mais je gardais les yeux baissés, attendant. Où allez-vous habillé ainsi? Sa voix fendit l'air comme une lame, aiguë, froide, avec une pointe de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Colère, surprise, désapprobation. Je levai les yeux vers lui, et le monde sembla se réduire à nous deux. Son expression était indéchiffrable. Cette même intensité que j'avais entrevue dans son bureau était désormais entièrement concentrée sur moi. Cela aurait dû me terrifier. Une partie de moi voulait s'excuser, s'enfuir, expliquer que j'avais mal compris son décret, que je connaissais ma place. Mais une partie plus forte, celle qui avait économisé pendant 3 mois pour acheter cette robe, celle qui en avait assez d'être invisible, resta ferme. Au festin, Votre Majesté, dis-je doucement. Comme vous l'avez ordonné, tous les résidents du palais sont les bienvenus ce soir, quel que soit leur rang. Quelque chose vacilla dans ses yeux. La tension dans sa mâchoire changea, mais je ne savais pas s'il était en colère, amusé ou autre chose. Vous me citez mes propres mots, dit-il, et il y avait maintenant une douceur dangereuse dans son ton. Je cherche seulement à les suivre, Votre Majesté. Ronin s'éclaircit la gorge maladroitement, essayant clairement de désamorcer la situation. Démon, nous devrions peut-être nous laisser seuls, dit le roi sans rompre le contact visuel avec moi. Mon estomac se noua. Autour de nous, j'entendis le bruissement des mouvements, alors que Ronan, le garde et divers courtisans qui avaient observé notre échange commençaient à se disperser, non sans jeter des regards en arrière et échanger des commentaires à voix basse. Lorsque le hall d'entrée fut suffisamment vide pour que nous nous retrouvions dans une zone relativement isolée, le roi démon fit un pas vers moi. Il était si grand que je dus pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel, et je sentis l'odeur du bois de cèdre mêlée à quelque chose de plus sauvage, comme une forêt après la pluie. « Savez-vous ce que vous avez fait? » demanda-t-il d'une voix si basse que je seul pouvais l'entendre. « J'ai porté une robe rouge à un banquet, Votre Majesté. Vous vous êtes déclaré, dit-il. Le rouge est la couleur de l'ambition dans cette cour pomme, et de ceux qui cherchent à s'élever, de ceux qui refusent d'accepter la condition dans laquelle ils sont nés. Je ne le savais pas. Je suis devenu livide, mais j'ai refusé de détourner le regard. Alors je suppose que j'ai été plus honnête que je ne le voulais.
Pour la première fois depuis que je le connaissais, le roi démon a souri. C'était un petit sourire, à peine une courbe de ses lèvres, mais il a transformé son visage, adoucissant ses traits sévères et le rendant presque humain. 6 ans d'invisibilité, a-t-il dit, et tu choisis ce soir de devenir visible. Pourquoi? La question m'a prise au dépourvu. Je m'attendais à de la colère, à un rejet, peut-être à un ordre de changer. Je ne m'attendais pas à de la curiosité. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande mes raisons, comme si elles avaient de l'importance, parce que j'étais fatigué de disparaître. J'ai avoué la vérité avant de pouvoir m'en empêcher. Parce que tu as dit que tout le monde était le bienvenu et que je voulais croire que cela incluait les gens comme moi. Il m'a observé longuement et j'ai ressenti la même exposition que dans son bureau. Le sentiment d'être vraiment vu, toutes mes défenses mises à nu. Les gens comme vous, a-t-il répété. Et quel genre de personne êtes-vous, Ararara? Avant que je puisse répondre, une agitation a éclaté dans la salle de banquet. Des voix s'élevaient, quelque chose s'est brisé. Le rire aigu d'une femme a coupé la musique. L'attention du roi se porta brusquement vers le bruit. Son expression se durcit pour reprendre le masque froid que je connaissais si bien. Reste près de moi ce soir, dit-il brusquement. Et avant que je puisse comprendre son ordre, il avait posé sa main dans le creux de mon dos et me guidait vers la salle de banquet. Son contact me brûla à travers le tissu fin de ma robe et j'eus environ 3 secondes pour me demander ce que j'avais déclenché avant que nous franchissions les portes massives et entrions dans une pièce remplie de gens qui s'apprêtaient à me juger pour avoir osé exister dans leur espace. La salle de banquet était une cathédrale de l'excès. Des lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés, chacun brillant de centaines de bougies qui transformaient la pièce en une forêt d'ombres dansantes et de lumière dorée. De longues tables s'étendaient sur toute la longueur de la pièce, gémissant sous le poids des viandes rôties, des fruits glacés et du pain encore fumant sorti du four. L'air était chargé d'odeurs concurrentes. Le vin et la fumée de bois, le parfum et la sueur, l'odeur métallique de l'ambition qui semblait planer sur chaque rassemblement de personnes puissantes. Mais c'est le silence qui m'a d'abord frappé. Lorsque le roi démon et moi sommes entrés, les conversations se sont éteintes par vagues, se propageant depuis la porte comme des cercles sur l'eau. Les têtes se tournèrent, les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin de la bouche. Les musiciens dans la galerie au-dessus hésitèrent, leur mélodie trébuchant avant que le chef d'orchestre ne leur fasse signe frénétiquement de reprendre le rythme. J'avais frotté ces sols 1000 fois, toujours à genoux, toujours invisible. Maintenant, je marchais debout, la main du roi toujours posée sur mon dos, et le poids de plusieurs centaines d'escaliers menaçait de m'écraser là où je me tenais. Respire. Démon murmura si doucement que je fus le seul à l'entendre. Ils peuvent sentir la peur comme le sang et l'eau. Je pris une grande inspiration et relevai le menton, imitant la posture que j'avais observée chez les nobles dames au fil des ans. Les épaules en arrière, la colonne vertébrale droite, le regard vers l'avant. Fais semblant jusqu'à ce que le tremblement de tes mains cesse de te trahir. Le roi me guida vers la table haute où siégeait son cercle restreint. Les personnes qui l'aidaient à gouverner, qui exerçaient un pouvoir juste après le sien. Je les reconnaissais tous pour les avoir côtoyés pendant des années dans l'ombre. Ronan, le second, avec son physique de guerrier et ses yeux étonnamment doux. Cassandra, la conseillère du roi, belle et tranchante comme un couteau. Lord Henrik, maître des finances, dont le regard calculateur ne manquait rien. Et Lady Vivian, dont la famille contrôlait les territoires du Sud et qui me regardait maintenant comme si j'étais un insecte qui s'était retrouvé par hasard dans son assiette. Est-ce une sorte de plaisanterie, démon? La voix de Viviane résonna dans la salle, claire comme le cristal et venimeuse. Elle ne prit pas la peine de baisser le ton et plusieurs tables voisines se penchèrent pour mieux entendre. Vous faites asseoir une servante à la table d'honneur. Je fais asseoir une résidente du palais au festin de Mi-Inter, répondit froidement le démon en tirant une chaise. Pas à l'autre bout de la table, où un tel geste aurait pu être considéré comme un geste de charité symbolique, mais juste à côté de son propre siège, comme je l'avais décrété. Où avez-vous manqué cette annonce particulière, Vivienne? Son visage parfait rougit, mais elle se ressaisit rapidement. Bien sûr que non, Votre Majesté, j'ai simplement pensé. Eh bien, naturellement, nous avons tous supposé que le décret s'adressait aux résidences du palais d'un certain rang.
Ai-je précisé le rang dans mon décret? Non, mais vos suppositions sont votre problème, pas le mien. Il attendit, la main toujours posée sur le dossier de la chaise, les yeux fixés sur moi. C'était un test. Je compris qu'il m'avait amené jusqu'ici, mais que le choix final m'appartenait. Je pouvais m'excuser, me retirer dans un coin réservé aux serviteurs et confirmer tout ce que Vivien et les autres croyaient à propos des gens comme moi, où je pouvais m'asseoir. Mes jambes étaient comme du coton lorsque je me suis dirigé vers la chaise, mais je n'ai rien laissé paraître. Je me suis assis avec autant de grâce que possible, arrangeant la robe rouge autour de moi, avec des mains qui s'étaient stabilisées d'une manière ou d'une autre, puisant dans une réserve de courage que je ne me savais pas posséder. Demond prit place à son tour et la salle reprit lentement vie. Les conversations reprirent, même si je pouvais sentir les ragots se propager comme une traînée de poudre. Les serviteurs, mes anciens pères, se déplaçaient dans la pièce avec des plateaux et des photos, et je voyais la confusion et le ressentiment dans leurs yeux lorsqu'ils passaient. J'avais enfreint une règle tacite, franchi une ligne qui n'était pas censée exister. Tu devrais manger quelque chose, dit Ronan, de l'autre côté de la table, d'un ton étonnamment gentil. Tu as l'air sur le point de t'évanouir, et cela ruinerait plutôt l'argument de Démon. J'ai réussi à esquisser un petit sourire. Quel message? Qu'il établit les règles, pas la tradition, pas les suppositions. Lui. Ronan a versé du vin dans mon verre, une tâche qui incombait au serviteur, mais qu'il a accomplie lui-même, ce qui a provoqué une nouvelle vague de chuchotements choqués parmi ceux qui étaient assez proches pour le remarquer. Mais j'avoue que tu m'intrigues. Cela fait 6 ans que je suis au palais et je n'avais jamais entendu ton nom avant cette semaine. J'étais très doué dans mon travail, répondis-je doucement. Et quel était ce travail, être invisible? Cassandra, qui avait observé notre échange de ses yeux sombres et impénétrables, rit doucement. Eh bien, vous avez certainement échoué ce soir. Tous les occupants de cette salle se souviendront de votre nom demain matin. Reste à savoir si c'est une bénédiction ou une malédiction. Elle n'avait pas tort. Je pouvais sentir la tension comme une pression physique. Bien que la plupart des courtisans aient appris à dissimuler leur regard, ils se parlaient tout en m'observant du coin de l'œil, souriaient aux blagues tandis que leur regard calculait et jugeait. Damon s'était tourné pour parler avec Lord Henrik d'une question fiscale, mais son épaule appuyait contre la mienne, un point de contact qui semblait à la fois accidentel et délibéré. Je me concentrais sur mon assiette, essayant de me rappeler comment mangeaient les dames nobles. De petites bouchées, des mouvements élégants. Ne te goinfre pas comme quelqu'un qui n'a jamais vu autant de nourriture en un seul endroit. Alors dis-moi, la voix de Vivien trancha ma concentration comme une lame. Qu'est-ce qui a motivé cette transformation? Tu dois sûrement savoir à quel point c'est inhabituel. Une servante vêtue de rouge, assise à la droite du roi. Les gens vont parler. Les gens en parlent déjà, répondis-je en soutenant son regard. Ils en parlaient aussi quand j'étais invisible. La seule différence, c'est que maintenant, je peux les entendre. Ses yeux brillèrent d'une lueur qui pouvait être du respect ou de la rage. Difficile à dire, des paroles courageuses pour quelqu'un dans votre position. Quelle position exactement? J'ai été invité à ce festin. Je suis venu. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, dit-elle en se penchant légèrement en avant, c'est que vous oubliez votre place, Lady Vivian. La voix de Damon était douce, mais elle avait le poids d'une autorité absolue. Si vous contestez mes décisions, vous pouvez me les faire part en privé, pas à mon invité. Le mot resta suspendu dans l'air. Invité, pas servante, pas créature, mais invité. Et je vis le calcul passer sur le visage de Vivien alors qu'elle se demandait s'il fallait insister. Elle dut décider de ne pas le faire car elle sourit brièvement et reporta son attention sur son vin. Mais le mal était fait. Les lignes de bataille avaient été tracées sous les yeux de centaines de personnes. En me défendant, en utilisant ce mot précis, Damon m'avait élevé d'une manière qui ne pouvait être facilement annulée, et il avait fait de moi une cible. Le repas se poursuivit dans un brouillard de plats et de tensions. Je parvins à manger de petites quantités, même si mon estomac était trop noué pour accepter beaucoup. Ronan me posa des questions sur mon travail au palais, semblant sincèrement intéressé par les détails de la gestion d'une maison que la plupart des nobles n'avaient jamais envisagée. Cassandra m'observait avec une intensité qui me rendait nerveux, même si elle parlait peu.
Henrik m'ignorait complètement, ce qui me semblait en quelque sorte plus confortable que l'hostilité. Ce n'est que lorsque la danse commença que les choses changèrent à nouveau. Les tables furent repoussées et les musiciens entamèrent une valse. Les couples se mirent à virevolter sur la piste dans un tourbillon de soie et de bijoux, exécutant les pas avec l'aisance de personnes formées à cette heure depuis leur enfance. J'avais observé ces danses depuis des années, depuis les portes et les balcons. J'avais même répété les pas seuls dans des pièces vides, quand j'étais sûr que personne ne me verrait. Mais regarder et faire étaient deux choses complètement différentes. Dansez avec moi, dit Damon en se levant et en me tendant la main. Mon cœur s'arrêta de battre. Je sentis l'attention de la salle se concentrer sur nous. Votre Majesté, je ne sais pas, je n'ai pas appris, moi non plus. Techniquement, un soupçon de son sourire précédent effleura ses lèvres. J'ai appris en regardant les serviteurs s'entraîner dans l'aile Est quand ils pensaient que personne ne les regardait. Je suppose que vous avez appris de la même manière. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il avait eu vent de ces moments volés, de ces entraînements secrets. Cette prise de conscience me fit monter le sang aux joues, de la gêne et autre chose. Quelque chose qui fit battre mon cœur plus fort. Je pris sa main. La foule s'écarta tandis qu'il me conduisait au centre de la salle. J'entendais les chuchotements monter comme de la vapeur. Je sentais le regard de Vivienne brûler mon dos. Tous mes instincts me criaient de m'enfuir, de me cacher, de me rappeler que les serviteurs ne dansaient pas avec les rois. Mais sa main était chaude dans la mienne. Son autre main se posait sur ma taille avec une fermeté qui me stabilisait. Lorsque la musique s'intensifia, il bougea et je le suivis. Nous n'étions pas parfaits. Je trébuchais 2 fois dans la première minute et il compensa en douceur, me guidant à travers les pas avec une patience qui me surprit. Mais nous avons trouvé un rythme et la pièce a semblé s'estomper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que nous. Juste la musique, le mouvement et l'étrange intimité d'être si proche de quelqu'un que je n'avais jamais vu que de loin. Pourquoi fais-tu cela? Ai-je murmuré alors que nous tournions, sa main se resserrant légèrement sur ma taille. Faire quoi? Tout cela, l'invitation, la table d'honneur, cette danse. Tu fais de moi un spectacle. Ses yeux ont croisé les miens, et il y avait quelque chose de brut dans son regard. Quelque chose qui ressemblait presque à de la solitude. Peut-être que je suis fatigué de prétendre que les murs entre nous ont un sens. Peut-être que je suis fatigué d'une cour qui valorise la lignée plutôt que la valeur. Ou peut-être que tu testes quelque chose, dis-je, me surprenant moi-même par mon audace, en m'utilisant pour leur prouver quelque chose. Il ne le nia pas, ce qui me blessa plus que cela n'aurait dû. Ne peut-il pas s'agir des deux? Ne puis-je pas croire que ce que je fais est juste, tout en ayant besoin de le prouver? Avant que je puisse répondre, la musique s'est arrêtée. La salle a éclaté en applaudissements polis qui ressemblaient davantage à des moqueries. Et nous sommes restés là, toujours proches, toujours liés par ses mains sur ma taille et les miennes sur son épaule. Votre Majesté, un serviteur, Marcus, avec qui je travaillais depuis 3 ans, est apparu aux côtés de Démon, le visage soigneusement impassible. Pardonnez cette interruption, mais une affaire urgente requiert votre attention. Dans l'aile est, l'expression de Démon se durcit. De quelle affaire s'agit-il? De sécurité, Votre Majesté. Lord Henrik vous prie de venir immédiatement. Je sentis les mains du roi se resserrer légèrement avant qu'il ne me lâche, reculant avec une réticence évidente. Ronan, raccompagne Yahra à la table de honneur. Assure-toi qu'on ne la dérange pas, bien sûr. Alors que les démons quittaient la salle avec Henrik et plusieurs gardes, Ronan apparut à mes côtés, m'offrant son bras avec une désinvolture qui ne cachait pas tout à fait sa vigilance. Allons-y. Mettons-nous en sécurité avant que les vautours ne fondent sur nous. Mais nous avions à peine fait 3 pas que Vivienne nous intercepta, flanquée de 2 autres dames nobles que je reconnus, mais dont je n'avais jamais appris les noms. Comme c'est fascinant, dit-elle avec un sourire si acéré qu'il aurait pu faire couler le sang. La petite servante a bien capté l'attention de notre roi. Dis-moi, ma chère, quelle ruse as-tu utilisée? Quelqu'un de ton milieu a sûrement dû employer des méthodes créatives pour parvenir à une ascension aussi spectaculaire. L'insinuation était claire et je sentis mon visage s'empourprer. Les conversations s'étaient à nouveau tues. Les gens se penchaient pour entendre ma réponse. Je n'ai utilisé aucune ruse, Lady Vivienne, dis-je en gardant une voix calme, même si la rage brûlait dans ma poitrine.
J'ai simplement accepté une invitation faite à tous les résidents du palais. Si vous trouvez ce que là menaçant, vous devriez peut-être vous demander pourquoi. Ses yeux se plissèrent dangereusement. Menaçant, ma chère enfant, vous n'êtes pas menaçante. Vous êtes amusante, une curiosité. Croyez-vous vraiment que cela durera? Que demain matin, vous ne vous réveillerez pas dans vos quartiers de servante, à récurer les sols et à changer les draps, tandis que cette soirée ne sera plus qu'un souvenir embarrassant. Ça suffit, Vivien, dit Ronin d'une voix menaçante. Mais elle l'ignora. Elle s'approcha de moi, suffisamment près pour que je puisse sentir son parfum coûteux. Il se sert de vous, petite sotte. Tu es un symbole, pas une personne. Et quand il aura atteint son but, tu seras jeté comme tout ce qui ne lui sert plus. Ces mots me frappèrent comme des coups physiques, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils faisaient écho à mes propres craintes, parce qu'une partie de moi avait pensé la même chose dès l'instant où la main de Demon avait touché mon dos. Peut-être, dis-je doucement, d'une voix peu assurée, ou peut-être as-tu simplement peur que le monde sur lequel tu as bâti ton pouvoir soit plus fragile que tu ne le pensais, que les lignées et les tirs aient moins d'importance que tu ne le souhaiterais. Pendant un instant, le choc se refléta sur son visage parfait. Puis la fureur, une rage pure et non diluée qu'elle parvint à peine à masquer avant de faire demi-tour et de s'éloigner d'un pas rageur, ses compagnons s'empressant de la suivre. Je restais là, tremblante, tandis que Ronin poussait un sifflement admiratif. Eh bien, dit-il, avec une pointe d'admiration dans la voix, tu viens de te faire une ennemie très puissante. J'espère que tu es prête pour la suite. Je ne l'étais pas, mais il était trop tard pour que cela ait de l'importance. Le lendemain matin arriva avec ce genre de lumière grise qui rend tout terne et irréel. Je me réveillais dans mon lit étroit, dans les quartiers des domestiques, la robe rouge suspendue à un crochet comme la preuve d'un crime que j'avais commis. Pendant un instant, je pensais que j'avais peut-être rêvé toute la nuit. Le festin, la danse, la confrontation avec Viviane. Mais ensuite, je bougeais et mes muscles me firent mal d'une manière inhabituelle. Cela me rappela les heures mettées à me tenir droite au lieu de m'incliner, à marcher au lieu de courir. Le silence dans le couloir devant ma chambre me semblait anormal. D'habitude, à cette heure-là, l'aile des domestiques bourdonnait d'activité, des pas se précipitant vers les tâches matinales, des voix appelant les affectations, le chaos général d'un palais qui s'animait. Aujourd'hui, rien. Je m'habillais de mon uniforme, le coton gris me donnant soudain l'impression d'un costume après une nuit en rouge, et j'ouvris ma porte pour trouver Iris qui attendait dans le couloir, le visage pâle et tiré. Tu dois faire attention, murmura-t-elle d'un ton pressant. Tout le monde parle de toi. Ce qu'ils disent, quoi donc? Elle jeta un regard nerveux autour d'elle, comme si les murs eux-mêmes pouvaient écouter. Que tu as séduit le roi, que tu es une arriviste qui ne connaît pas sa place, qu'il se lassera de sa petite expérience et que tu seras renvoyé. Ou pire, elle me saisit le bras, ses doigts s'enfonçant avec une force surprenante. Madame Thornberry a convoqué une réunion ce matin. Tous les domestiques. Elle est furieuse. Madame Thornberry était la gouvernante en chef, une femme qui dirigeait le personnel du palais d'une main de fer depuis 20 ans. J'avais toujours été l'une de ses favorites. Fiable, invisible, ne causant jamais de problème. L'idée d'affronter sa colère me nouait l'estomac. Lorsque nous sommes arrivés dans la cuisine principale, tout le monde était déjà là. Nous avons traversé des couloirs qui semblaient différents à la lumière du jour. Moins magique, plus accusateur. Lorsque nous sommes arrivés dans la cuisine, un immense espace de pierre et de cuivre, habituellement réchauffé par les feux de cuisson et un chaos confortable, j'ai trouvé exactement ce dont Iris m'avait prévenu. 30 domestiques se tenaient en demi-cercle, leurs expressions allant du ressentiment à la curiosité en passant par une hostilité à peine dissimulée. Au centre, Madame Thornberry attendait, ses cheveux gris tirés en arrière si fermement qu'il semblait étirer ses traits déjà sévères. Alara, dit-elle d'une voix aussi froide que la pierre en hiver, quelle gentillesse de votre part de vous joindre à nous. Je m'avançai. Ce chien, puis avancé me fordonne à soutenir son regard, Dame Thornberry. Je suis gouvernante en chef de ce palais depuis 2 décennies, poursuivit-elle, s'adressant autant à la pièce qu'à moi. Pendant tout ce temps, je me suis fait un point d'honneur de maintenir l'ordre,
la discipline et un comportement approprié parmi le personnel. Nous avons des règles pour une raison, une structure, une hiérarchie. Ces éléments permettent au palais de fonctionner sans heurts. Elle tourna toute son attention vers moi, et je vis dans ses yeux une déception qui me fit plus mal que la colère. Hier soir, tu as enfreint tous les principes que je me suis efforcé d'inculquer. Tu t'es ridiculisé, tu as ridiculisé cette maison et tu m'as ridiculisé. Le roi a invité tous les résidents du palais. Non. Sa voix claqua comme un coup de fouet. Ne vous cachez pas derrière les paroles du roi alors que nous savons tous les deux que vous en avez compris le véritable sens. Cette invitation était destinée au personnel afin qu'ils servent le festin de manière festive. Peut-être pour profiter ensuite des restes. Ce n'était pas une permission de vous habiller au-dessus de votre condition et de vous mêler à vos supérieurs. Mes supérieurs, les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Sur quoi se base-t-elle? La naissance, l'argent, le hasard de l'identité de leurs parents. Des murmures parcoururent en l'assemblée des serviteurs. Le visage de Madame Thornberry se figea. Sur l'ordre naturel des choses, dit-elle d'une voix isolée. Sur des siècles de tradition et le fonctionnement du monde, tu es une servante, une domestique. C'est ta place, et aucune robe, aussi jolie soit-elle, ne changera cela. Alors peut-être que le problème ne vient pas de ma robe, dis-je d'une voix tremblante mais déterminée. Peut-être que c'est un monde qui exige que les gens restent invisibles pour que les autres se sentent à l'aise. Tu es ingrate? Elle se retint avec un effort visible. Je t'ai recueilli il y a 6 ans alors que tu n'avais rien. Pas de famille, pas de perspective, pas d'avenir sauf ce que je t'ai offert. Je t'ai formé moi-même, je t'ai donné les meilleures missions, je t'ai fait confiance, et c'est ainsi que tu me remercies. En nous humiliant tous, la culpabilité me frappa de plein fouet, car elle n'avait pas tout à fait tort. Madame Thornberry avait été gentille avec moi à sa manière, m'avait apporté la stabilité dont j'avais désespérément besoin. Mais une gentillesse qui m'obligeait à me rabaisser n'était pas vraiment de la gentillesse. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait, dis-je doucement. Mais je ne peux pas m'excuser d'avoir accepté une invitation qui m'avait été faite. Je ne peux pas m'excuser de vouloir être plus qu'invisible. Alors vous ne pouvez plus travailler ici. Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme qui nous entourait. Les domestiques se mirent mal à l'aise. Iris poussa un petit cri de détresse. « Vous me renvoyez ?» demandai-je, surprise par le calme de ma voix, alors que mon cœur battait à tout rompre. « Je vous donne le choix, » dit Madame Thornberry. « Reprenez vos fonctions. Acceptez votre place et cet incident sera oublié. Ou continuez sur cette voie et trouvez un emploi ailleurs. Je ne veux pas dans ma maison quelqu'un qui sème la discorde et encourage les autres à oublier leur rang. » Avant que je puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit. Tout le monde se retourna et les domestiques s'inclinèrent immédiatement. Le roi démon se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours vêtu de ses habits noirs préférés, le visage impénétrable. Ronan observait la scène d'un regard perçant. « Votre Majesté », balbutia Madame Thornberry, visiblement choquée. « Le roi ne venait jamais dans les cuisines. Nous ne vous attendions pas. Manifestement. » Son regard balaya la pièce avant de se poser sur moi. « Ara, viens avec moi. »« Votre Majesté, si vous me le permettez, » commença Madame Thornberry, retrouvant son sang-froid. Nous étions justement en train de discuter d'une question de personnel. Je vous assure que cela ne nécessite pas votre intervention. Allons, Ara, ce n'était pas une demande. J'avançais, sentant tous les regards dans la pièce suivre mes mouvements. En passant devant Madame Thornberry, je vis quelque chose qui ressemblait à de la peur traverser son visage. La peur d'avoir peut-être mal calculé, que ces règles ne s'appliquaient peut-être pas de manière aussi absolue qu'elle le pensait. Démon se retourna et sortit de la cuisine, et je le suivis. Ronan se mit à marcher derrière nous. Nous avons traversé les couloirs dans un silence tendu, montant les escaliers qui nous éloignaient des quartiers des domestiques et nous enfonçaient plus profondément dans le palais proprement dit. Lorsque nous nous sommes enfin arrêtés, c'était dans un petit salon que j'avais nettoyé 100 fois, mais que je n'avais jamais vraiment vu. La lumière du matin pénétrait par les hautes fenêtres, illuminant les meubles recouverts de tissu bleu foncé et les murs tapissés de livres. « Assieds-toi, dit Damon en me désignant une chaise. Je m'assis, les mains jointes sur les genoux,
mon uniforme me semblant soudain plus inapproprié que la robe rouge. Il fit les 100 pas pendant un moment, semblant rassembler ses pensées, tandis que Ronin s'appuyait contre le cadre de la porte, nous observant tous les deux. Raconte-moi ce qui s'est passé, dit Demon. Finalement, je m'exécutais. Je lui parlais de la réunion, de l'ultimatum de Madame Thornbury, du choix qui m'avait été proposé. Il écouta sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque phrase. Lorsque j'eus terminé, il resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, « Tu n'as aucune raison de t'excuser. » J'ai perturbé l'ordre établi. Cet ordre avait besoin d'être perturbé. Il cessa de faire les 100 pas et se tourna vers moi. Sais-tu pourquoi j'ai publié ce décret? Pourquoi j'ai insisté pour que tous les résidents du palais assistent au festin? J'ai secoué la tête, parce que je suis fatigué de diriger un royaume divisé en castes dont nous prétendons qu'elles n'existent pas. Parce que chaque jour, je prends des décisions qui affectent des milliers de vies et que je suis entouré de personnes qui n'ont jamais vécu ces vies, qui ne peuvent pas les comprendre parce qu'elles n'ont jamais eu à le faire. Il s'est approché, son intensité presque écrasante. Vous travaillez dans ce palais depuis 6 ans. Vous avez vu des choses, entendu des choses, compris des choses que les nobles courtiers ne pouvaient pas comprendre. Cette perspective a de la valeur. Vous avez de la valeur, non pas à cause de votre naissance ou de votre titre, mais à cause de qui vous êtes. Ces mots auraient dû me faire plaisir, mais quelque chose en eux me dérangeait. Vivienne a dit que vous m'utilisiez pour faire passer un message. Vivienne dit beaucoup de choses, la plupart destinées à maintenir son propre pouvoir. Il s'accroupit devant ma chaise afin que nous soyons à la même hauteur. Ce geste était si inattendu, si peu conforme à un roi, qu'il m'a coupé le souffle. Oui, je voulais remettre en question les préjugés de la cour. Oui, j'ai choisi de vous élever publiquement pour démontrer que la valeur ne se détermine pas par la lignée. Mais cela ne fait pas de vous un pion Eara. Cela fait de vous une personne qui, selon moi, mérite d'être reconnue. Et quand vous aurez fait valoir votre point de vue, quand la cour aura été suffisamment remise en question, qu'adviendra-t-il de moi? La question planait entre nous, aiguë et nécessaire. Son regard chercha le mien, et je vis le moment précis où il comprit ce que je lui demandais réellement. Pas seulement au sujet de ma position, mais aussi pour savoir si j'avais de l'importance pour lui en tant que personne ou simplement en tant que symbole. « Viens avec moi, dit-il brusquement, en se levant et en me tendant la main. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Je pris sa main et le laissai m'aider à me relever. Nous avons quitté le salon, Ronin nous suivant à distance respectable, et avons traversé plusieurs parties du palais. Je m'aventurais rarement dans l'aile royale, les appartements privés où seuls les conseillers les plus fidèles du roi étaient généralement autorisés à entrer. Il s'est arrêté devant une lourde porte en chêne, a sorti une clé et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un bureau, mais pas le bureau officiel où il recevait les pétitionnaires et menait ses affaires officielles. Celui-ci était personnel, avec un bureau couvert de papiers et de cartes, des étagères remplies de volumes qui semblaient avoir été beaucoup lus plutôt que décoratifs, une cheminée avec des chaises rapprochées, comme pour des conversations intimes. Au mur était accroché le portrait d'une femme aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants, dont le sourire était chaleureux malgré le caractère formel du tableau. « Ma mère, dit Demon en suivant mon regard, elle est morte quand j'avais 16 ans, juste avant que je monte sur le trône. Tout ce que je suis, chaque décision que je prends, je la mesure à l'aune de ce qu'elle aurait pensé. » Il se dirigea vers le bureau et prit un journal relié en cuir. Elle tenait des journaux intimes, depuis des années, ses observations sur le royaume, sur la cour, sur les gens qu'elle gouvernait. Il ouvrit le journal à une page marquée et me le tendit. L'écriture était élégante, fluide. J'ai visité aujourd'hui les quartiers des domestiques, ce que mes conseillers considèrent comme indigne de ma dignité. Mais comment puis-je régner avec justice si je ne comprends pas la vie de tous mes sujets? J'ai rencontré une jeune servante, âgée d'à peine 14 ans, qui travaille 18 heures par jour et trouve encore l'énergie de sourire. Elle a plus de courage dans son petit doigt que la plupart des membres de ma cour dans tout leur corps. Pourtant, elle ne sera jamais célébrée, jamais reconnue, jamais appréciée au-delà de sa capacité à rester invisible. C'est injuste. Je ne sais pas comment y remédier, mais je sais que c'est injuste. Ma gorge s'est serrée en lisant ces mots, dans lesquels je voyais le reflet de ma propre vie. « Ma mère a essayé de changer les choses, dit Demon doucement.
Mais elle est morte trop tôt et j'étais trop jeune, trop incertain. J'ai passé des années à suivre les mêmes schémas, à maintenir les mêmes divisions, parce que c'était plus facile que de les combattre. Il reprit le journal et le referma doucement. Mais en te regardant descendre ces escaliers hier soir, en te voyant refuser d'être invisible, je me suis souvenu pourquoi je voulais être roi au départ. Non pas pour maintenir la tradition, mais pour améliorer les choses. Je suis donc un symbole, dis-je doucement. Tu es un commencement, corrigea-t-il. Une fissure dans un mur qui doit être abattue, mais cela ne te rend pas moins réel, moins important. Un coup à la porte nous interrompit. Ronan entra, le visage grave. Damon, nous avons un problème. Lady Vivian a convoqué une réunion d'urgence du Conseil. Elle exige que tu abordes ce qu'elle appelle l'instabilité dans la hiérarchie domestique et le dangereux précédent de la nuit dernière. Damon serra les mâchoires. Bien sûr qu'elle l'a fait. Il y a plus, Ronan poursuivit. Lord Henrik la soutient, tout comme le comte de Westmarch et plusieurs autres. Ils menacent de retirer leur soutien à la réforme fiscale du prochain trimestre si vous ne clarifiez pas votre position sur les frontières entre les classes. Le calcul politique était clair. Damon avait besoin du soutien des nobles pour gouverner efficacement. Les défier à cause de moi, une inconnue, une servante, une fille en robe rouge, pourrait lui coûter bien plus que ce que valait un principe. Je me levai, lissant mon uniforme. Vous devriez y aller et leur dire tout ce que vous avez à leur dire, je comprends. Et vous? Son regard était intense, inquisiteur. Comprenez-vous que je ne suis pas disposé à sacrifier mes convictions pour des raisons politiques? Je comprends que vous êtes un roi, dis-je, et que les rois ont des responsabilités qui dépassent les individus, même ceux qui leur sont chers. Il s'approcha de moi suffisamment près pour que je puisse sentir sa chaleur. Et si je te disais que j'ai passé 3 mois depuis ce matin-là dans mon bureau à penser à toi, à te remarquer d'une manière que je m'étais entraîné à ne remarquer personne? Et si je te disais que le décret concernant le festin était en partie motivé par le fait que je voulais une excuse pour te voir ailleurs que dans ton uniforme de servante? Je retins mon souffle. Je dirais que c'est incroyablement compliqué. Oui, acquiesça-t-il. Ça l'est. Sa main se leva, hésita, puis glissa doucement une mèche de cheveux clairs derrière mon oreille. Ce geste était si tendre qu'il me fit mal au cœur. Mais peut-être que certaines complications me valent la peine. Ronan s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Démons, ils attendent. Le roi recula, son expression se durcissant pour prendre le masque d'autorité que je lui avais vu porter en public. Dis-leur que j'arrive bientôt. Et René trouve une nouvelle chambre à Lara, pas dans l'aile des domestiques, mais dans les chambres d'hôtes de l'aile et assigne-lui un garde. Un garde? Répétai-je, perplexe. Viven se fait des ennemis parmi ceux qui menacent son monde soigneusement construit, dit Damon d'un ton grave. Je ne te laisserai pas sans protection. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Ce n'est pas fini, Arara. Ni la conversation, ni ce qui nous lie. Tu comprends? J'acquiesçai, ne faisant pas confiance à ma voix. Il partit, suivi de Ronan, et je restai seul dans son bureau privé, entouré du poids accumulé de ses responsabilités et des rêves de sa mère, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. À travers la fenêtre, je pouvais voir les jardins du palais, où je me promenais seul pendant mes rares pauses, les murs de pierre qui avaient contenu tout mon univers pendant 6 ans. Tout semblait identique, mais je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Je voulais être vu, être visible. Maintenant que je l'étais, je ne savais pas si j'étais assez forte pour affronter ce qui allait suivre. Les chambres d'hôtes de l'aile étaient éteintes à 1000 lieues des quartiers des domestiques. Je m'étais habitué aux murs en pierre et à une fenêtre si petite qu'elle laissait à peine entrer la lumière. Cette chambre était dotée de hautes fenêtres avec des rideaux en soie, d'un lit assez grand pour 3 personnes et de meubles qui semblaient me coûter plus cher que tout ce que j'avais gagné pendant tout mon séjour au palais. Un feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres chaudes sur les murs recouverts de papier peint aux motifs subtils argentés et crème. Je me tenais au milieu de tout cela, me sentant comme une imposteur. Le roi vous invite à dîner, m'a dit le garde que Ronan m'avait assigné. Une femme au visage sévère nommée Théa, qui portait son épée comme une extension de son corps. Privé, ses appartements, 8e cloche, dans 3 heures. 3 heures pour passer d'une servante confuse qui n'était plus tout à fait une servante à quelqu'un qui pouvait s'asseoir en face d'un roi sans se ridiculiser. J'ai passé la première heure à faire les 100 pas,
repassant dans ma tête tout ce qui s'était passé la veille. La deuxième heure, je me suis baigné dans la baignoire en cuivre que les serviteurs, mes anciens collègues, avaient remplie d'eau chaude, le regard soigneusement neutre, détournant les yeux du mien. Et la troisième heure, je me suis tenu devant l'armoire remplie de robes, chacune plus belle que ma robe rouge, chacune étant un costume pour un rôle que je ne comprenais pas. J'ai choisi une robe simple d'un vert forêt profond, me disant que si je devais être dépassé, autant être à l'aise pendant que je me noyais. Théa m'a escorté à travers des couloirs qui devenaient de plus en plus calmes et privés à mesure que nous avancions, jusqu'à ce que nous atteignions une porte flanquée de deux gardes qui lui ont fait un signe de tête et nous ont ouvert le passage sans poser de questions. Au-delà se trouvait une suite de pièces qui donnaient à la fois une impression de majesté et de vie. Des livres empilés sur des tables, des cartes étalées sur un bureau, un jeu d'échecs posé sur une table d'appoint, comme s'il attendait que quelqu'un fasse le prochain coup. Damon se tenait à la fenêtre, regardant les terrains qui s'assombrissaient. Il avait troqué ses vêtements formels pour une tenue plus simple. Un pantalon sombre et une chemise blanche ouverte au col, les manches retroussées pour révéler des avant-bras marqués de cicatrices que je n'avais jamais remarquées auparavant. Il semblait plus jeune ainsi, plus humain, moins semblable au roi intouchable qui commandait des armées et des royaumes. Merci, Théa, dit-il sans se retourner. Attendez dehors. Assurez-vous que nous ne soyons pas dérangés. La porte se referma derrière moi avec un léger clic. Et soudain, nous nous retrouvâmes seuls, dans une intimité bien plus grande que celle de la salle de banquet ou même de son bureau privé ce matin-là. Comment s'est passée la réunion du conseil? Demandai-je, essayant de rompre le silence. Il se retourna et je vis la fatigue dans ses yeux, la tension dans sa mâchoire. Aussi agréable que tu peux l'imaginer. Vive a rallié toute une coalition de nobles qui pensent que l'ordre social doit rester immuable. Il se dirigea vers une petite table où le dîner avait été dressé. Rien d'élaboré, juste du pain, du fromage, de la charcuterie, du vin et des fruits. Elle m'a demandé de clarifier ma position sur ce qu'elle a qualifié d'élévation inappropriée de la classe servile. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que ma position n'avait pas besoin de son approbation. Il a versé du vin dans deux verres, m'en a tendu un, que j'étais roi, et que si elle trouvait ma décision si contestable, elle était libre de se retirer dans ses propriétés à la campagne et d'y réfléchir en privé. J'ai failli m'étouffer avec la gorgée que je venais de prendre. Tu n'as pas fait ça. Moi, oui. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Henrik faillit avoir une apoplexie. Ronan semblait essayer de ne pas rire et Vivien prit une impressionnante teinte violette. Le sourire s'estompa, mais elle ne recule pas. Aucun d'entre eux ne recule. Ils te voient. Ils voient ce que tu représentes comme une menace pour tout ce sur quoi ils ont bâti leur pouvoir. Je devrais peut-être partir, dis-je doucement. Retourner dans mon village, trouver du travail ailleurs. Ce serait plus simple. Plus simple pour qui? Il posa son verre avec plus de force que nécessaire. Pour eux, oui. Pour vous? Peut-être. Pour moi, il secoua la tête. Je ne veux pas de simplicité alors. La simplicité est vide. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, avouai-je, les mots sortant tout seuls. Un instant, vous me défendez devant votre cour. L'instant d'après, vous m'emmenez dans vos appartements privés. Tu dis que je ne suis pas un pion, mais j'ai l'impression d'être déplacé sur un échiquier dans un jeu que je ne comprends pas. Il resta silencieux pendant un long moment, ses yeux cherchant les miens. Puis, il s'approcha, suffisamment près pour que je doive pencher la tête en arrière afin de maintenir le contact visuel. Ce que je veux, dit-il lentement, c'est connaître la personne à laquelle je n'ai cessé de penser depuis 3 mois. La femme qui couvre les rois endormis d'une couverture, leur cite leur décret et refuse de s'excuser de porter une robe rouge. Sa main se leva, ses doigts effleurèrent ma jouille avec une douceur qui me coupa le souffle. Ce que je veux, c'est arrêter de prétendre que les murs entre nous ont un sens alors que je me sens plus moi-même en ta présence que je ne l'ai été depuis des années. Tu me connais à peine, murmurai-je. Alors laisse-moi te connaître. Son pouce suivit le contour de ma mâchoire, et je sentis son contact comme un feu dans mes veines. Laisse-moi découvrir qui tu es quand tu n'es pas invisible. Laisse-moi. Un coup sec à la porte l'interrompit. Il se recula avec une frustration évidente lorsque la voix de Théa se fit entendre derrière la porte. Votre Majesté, pardonnez cette intrusion,
Mais il y a une affaire urgente. La garde du Nord a envoyé un message. Il y a eu un incident. L'attitude de Dimon changea du tout au tout. L'homme tendre disparut derrière le masque du roi. Quel genre d'incident? Des chasseurs, votre majesté. Ils ont pénétré sur notre territoire. De nombreuses victimes sont à déplorer. Sa mâchoire se crispa. Des victimes de quel côté? Des deux côtés, monsieur. Il se tourna vers moi, le conflit se lisant clairement dans ses yeux. Je dois y aller. Cela pourrait dégénérer en quelque chose de bien pire si l'on n'y remédie pas immédiatement. Il me saisit les épaules, son étreinte était ferme. Restez dans vos appartements. N'ouvrez la porte à personne, sauf à Théa. Vous comprenez? Je comprends, mais promettez-moi, Ara. L'urgence dans sa voix, la peur que je voyais vaciller sous son autorité, me firent acquiescer. Je vous le promets. Il déposa un baiser bref et appuyé sur mon front, un geste qui semblait à la fois possessif et protecteur. Puis il partit, suivi de Théa, me laissant seul dans ses appartements, avec un repas à moitié mangé et 1000 questions. Je fis ce qu'il m'avait demandé, retournant dans ma chambre et verrouillant la porte. Mais le sommeil ne venait pas. Allongé dans ce lit d'inconnu, je regardais les ombres danser au plafond, repassant dans ma tête ce baiser presque donné, la peur dans ses yeux, la façon dont il m'avait touché comme si j'étais quelque chose de précieux. Peu après minuit, j'entendis des bruits dans le couloir, des voix élevées, des pas précipités. Je me dirigeai vers la porte, colla mon oreille contre le bois, essayant de distinguer les mots. Blessure, amenez-le dans ses appartements. Guérisseur, immédiatement. Mon cœur s'est serré, j'ai entr'ouvert la porte et découvert le chaos. Des gardes qui se précipitaient, des serviteurs transportant des draps et de l'eau, et un démon à moitié porté par Ronan et un autre garde, sa chemise maculée d'une substance qui ressemblait terriblement à du sang. Je n'ai pas réfléchi. J'ai poussé la porte, ignorant les protestations de Théa, tandis que je courais vers eux. « Que s'est-il passé? » demandai-je alors qu'il le transportait dans ses appartements. « Et là, tu ne devrais pas, » commença Ronan. « Que s'est-il passé? » répétai-je en les suivant à l'intérieur. Malgré ces protestations, ils allongèrent le démon sur son lit, et je pus alors voir que le sang provenait de profondes entailles sur sa poitrine et son épaule. Son visage était pâle, sa respiration difficile, mais ses yeux étaient ouverts et lucides. Les chasseurs, parvint-il à dire d'une voix tendue, ils étaient mieux armés que prévu, mieux organisés. Le guérisseur arrive, l'assura Ronan, mais je pouvais entendre l'inquiétude sous son ton calme. Je me dirigeai vers le lit sans réfléchir. Mes mains se trouvèrent un linge dans le lavabo et le pressèrent contre les blessures les plus graves. Démon siffla de douleur, sa main agrippant mon poignet. « Tu es censé être dans tes appartements, dit-il. » Mais il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement quelque chose qui ressemblait à de l'étonnement. « Tu saignes partout sur ton lit, répondis-je, essayant de garder une voix calme alors qu'à l'intérieur, je hurlais. Les appartements peuvent attendre. La guérisseuse arriva, une femme âgée nommée Mera, qui jeta un coup d'œil à la situation et commença immédiatement à donner des ordres. Je m'apprêtais à partir pour lui laisser de la place pour travailler, mais Démon me retint fermement par le poignet. « Reste, dit-il. Ce n'est pas un ordre, mais une demande. » Je restais donc, tenant sa main pendant que Mera nettoyait, suturait et bandait, tandis qu'il serrait les dents pour supporter la douleur et refusait le somnifère qu'elle essayait de lui donner. Je suis resté pendant que Ronan racontait ce qui s'était passé. Une embuscade, sophistiquée et planifiée. Des chasseurs qui attendaient spécifiquement que le roi réponde à l'incident signalé. « Ils savaient que tu viendrais, » a déclaré Ronan d'un ton sinistre. « Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un leur a dit que tu serais là. Vivien, ai-je demandé avant de pouvoir m'en empêcher. « Nous ne savons pas, » répondit Ronan. Mais le regard qu'il échangea avec les démons suggérait qu'ils pensaient la même chose, mais nous le découvrirons. Lorsque Mera finit par partir, satisfaite que les blessures étaient propres et guériraient avec un repos adéquat, nous nous retrouvâmes tous les trois. Damon était appuyé contre des oreillers, pâle mais vivant. Ronan montait la garde près de la porte, et je tenais toujours la main du roi comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Tu devrais partir, » dit Damon doucement. « Repose-toi. Tu as eu... » « Je ne vais nulle part, l'interrompis-je. Pas avant d'être sûr que tu vas bien. J'ai passé 6 ans à me faire dire quand partir, où aller,
Comment me comporter? Dis-je, surpris par la fermeté de ma propre voix. Je choisis de rester. Fais avec. Ronan émit d'un son qui aurait pu être un rire. Je serai juste à côté si tu as besoin de quoi que ce soit demain. Essaie de ne pas rouvrir ses blessures en t'obstinant. Il partit et le silence s'installa dans la pièce. Le feu brûlait faiblement, plongeant tout dans une lumière ambrée et chaleureuse. Le pouce de Dimon traçait des cercles sur le dos de ma main, ses yeux lourds, mais luttant contre le sommeil. J'avais tellement peur, dit-il finalement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Pas de mourir. J'ai déjà affronté cela, mais de mourir avant de pouvoir te dire que tu comptes pour moi. Pas comme une déclaration, un symbole ou un geste politique. Tu comptes pour moi, Ara, la personne que tu es. Ma gorge se serra d'émotion. Tu comptes pour moi aussi, plus que je ne veux l'admettre, plus que cela n'a de sens. Rien de tout cela n'a de sens, acquiesça-t-il, un sourire fatigué effleurant ses lèvres. Mais je me rends compte que cela m'est égal. Je suis resté à ses côtés tandis que ses yeux se fermaient enfin et que sa respiration se calmait dans le sommeil. Je suis resté jusqu'aux petites heures du matin, nos mains toujours enlacées. Pendant ce temps, quelque part dans le palais, les ennemis complotaient et les alliés s'inquiétaient. Et le monde continuait de tourner sur son axe complexe. Assise là, à la lueur du feu, le regardant dormir, j'ai réalisé quelque chose qui m'a à la fois terrifié et enthousiasmé. J'avais passé 6 ans à essayer de devenir invisible pour survivre. Maintenant, j'étais prête à laisser le monde entier me voir si cela me permettait de conserver ce lien, cette possibilité, cette chose fragile qui me semblait plus réelle que tout ce que j'avais connu auparavant. Le soleil se leva lentement, peignant la pièce de nuances dorées et roses. Démon remua, ouvrit les yeux et me vit toujours là. Le sourire qui illumina son visage valait toutes les conséquences complexes qui allaient sûrement s'ensuivre. « Tu es resté, dit-il émerveillé. Je suis resté, ai-je confirmé. Et d'une certaine manière, je savais que je resterais toujours. 3 semaines passèrent comme un rêve fiévreux. Démon se remit lentement. Ses blessures cicatrisèrent, laissant place à des cicatrices qu'il arborait avec la même intensité tranquille qu'il apportait à tout. Je restai à ses côtés pendant la majeure partie de cette période. Pas en tant que servante, pas tout à fait en tant qu'amante, mais en tant que quelque chose pour lequel aucun de nous n'avait encore de mots. Quelque chose qui se renforçait à chaque partie d'échec que nous jouions dans ces appartements. À chaque conversation qui se prolongeait jusqu'à l'aube. Chaque moment de silence confortable qui semblait plus intime que n'importe quel contact physique. Mais le palais ne dormait pas pendant que nous apprenions à nous connaître. La coalition de Viven devenait plus audacieuse. L'enquête sur l'attaque du chasseur révéla ce que nous soupçonnions tous. Quelqu'un à l'intérieur du palais avait divulgué les mouvements de Démon, avait fait en sorte qu'il tombe dans une embuscade. Mais le prouver était différent de le savoir. Et Viven était bien trop intelligente pour laisser des preuves derrière elle comme des miettes de pain. Elle prépare quelque chose, m'a dit Cassandra un après-midi, en apparaissant dans la bibliothèque où je passais mes matinées. Elle m'avait prévenu depuis des semaines, son scepticisme initial ayant fait place à quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation. Les nobles du Sud arrivent pour le conseil de printemps. Elle a correspondu avec eux en privé. J'ai levé les yeux du livre que je faisais semblant de lire. Un traité sur la gouvernance du royaume que Démon avait insisté pour que j'étudie si je voulais comprendre le paysage politique. Quel genre de projet? Le genre qui implique de défier l'autorité du roi. Elle s'installa dans le fauteuil en face de moi, le regard sombre et sérieux. Elle va demander un vote officiel. Soit Démon réaffirme les frontières sociales traditionnelles et prend ses distances avec vous, soit elle et ses partisans retirent complètement leur maison du conseil. Mon estomac se noua. Cela compromettrait sa capacité à gouverner. Oui, Cassandra se pencha en avant, l'air déterminé. Mais cela révélerait également qui détient véritablement le pouvoir, la couronne ou la noblesse. Démon les a laissés croire pendant des années qu'ils le contrôlaient, jouant le jeu à leur manière. C'est l'occasion pour lui de briser complètement ce schéma. Ou c'est l'occasion pour lui de tout perdre, dis-je doucement. Peut-être, elle m'étudia avec une intensité qui me mit mal à l'aise. La question est, êtes-vous prête à être le catalyseur de cette transformation? Car ne vous y trompez pas, Ahara, vous n'êtes plus seulement une femme qui lui tient à cœur. Vous êtes le symbole de tout ce qu'il souhaite que ce royaume devienne.
C'est un lourd fardeau à porter. Avant que je puisse répondre, Théa apparut dans l'embrasure de la porte, l'air sombre. Madame, le roi demande votre présence. Dans la salle du conseil, immédiatement. Le trajet jusqu'à la salle du conseil me donna l'impression d'une marche vers l'échafaud. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que Théa me guidait à travers les couloirs remplis de nobles qui arrivaient, des hommes et des femmes vêtus de costumes somptueux, qui interrompaient leur conversation pour me dévisager à mon passage. Je m'étais quelque peu habitué à cette attention au cours des dernières semaines, mais là, c'était différent, prédateur, comme s'il sentait l'odeur du sang dans l'eau. La salle du conseil était une vaste pièce avec une table circulaire au centre, conçue de manière à ce qu'aucun siège ne soit plus important qu'un autre, un geste symbolique que toutes les personnes présentes savaient être une fiction polie. Le véritable pouvoir se trouvait là où il avait toujours été, chez ceux qui commandaient le plus de richesses, le plus de terres, le plus de soldats. Daemon se tenait à la tête de la table, Ronan à sa droite. Autour de la table étaient assis 2 douzaines de nobles, dont Vivien, l'air serein et confiant. Trop confiant. Oh, dit Daemon, et il y avait quelque chose dans sa voix, une formalité qui fit sonner l'alarme dans mon esprit. Merci de vous joindre à nous. Asseyez-vous, je vous prie. Il désigna une chaise vide à côté de lui. Pas derrière lui, pas dans un coin. À côté de lui en tant qu'égal. Le message était clair, et j'entendis plusieurs nobles retenir leur souffle lorsque je m'assis. Votre Majesté, dit Vivien d'une voix douce comme du miel mais venimeuse. Vous n'avez sûrement pas l'intention de laisser une servante participer aux affaires du Conseil. J'ai l'intention de laisser quelqu'un en qui j'ai confiance s'asseoir là où je lui ai demandé de s'asseoir, répondit Daemon froidement. À moins que vous ne souhaitiez remettre en question mon jugement dans ma propre salle du Conseil. Son sourire ne faiblit pas. Bien sûr que non, Votre Majesté. Je cherche simplement à clarifier le protocole. Alors laissez-moi vous éclairer. Daemon resta debout, les mains posées sur la table, le regard balayant la pièce. J'ai convoqué cette session d'urgence car j'ai appris que plusieurs membres de ce conseil s'inquiétaient des récents changements dans la politique du palais. Lady Vivien a gracieusement proposé d'exprimer ses préoccupations. Je vous en prie, continuez. Je compris qu'il s'agissait d'un piège. Il lui donnait une corde pour se pendre, la laissant présenter son argumentation devant tout le monde. Vivien se leva, lissant sa jupe avec une élégance acquise par l'habitude. Votre Majesté, nous qui servons votre famille depuis des générations, nous nous exprimons aujourd'hui par souci et non par critique. Les frontières entre les classes existent pour une bonne raison. Elles apportent structure, ordre et prévisibilité. Lorsque ces frontières s'estompent, le chaos s'installe. Elle fit un geste délicat dans ma direction sans vraiment me regarder. Cette situation avec votre servante a créé de l'instabilité. Les serviteurs oublient leur place. Les nobles ne sont plus sûrs de leur statut. Les ennemis voient de la faiblesse là où ils devraient voir de la force. Intéressant, dit Daemon d'un ton neutre. De quels ennemis s'agit-il exactement? Les chasseurs qui vous ont attaqué, pour commencer, répondit-elle calmement. Ils ont vu une opportunité dans votre distraction. Les chasseurs qui m'ont attaqué disposaient d'informations privilégiées, rétorqua Deck. Des informations qui ne pouvaient provenir que de quelqu'un dans ce palais. Quelqu'un qui avait accès à mon emploi du temps et à mes déplacements. Le silence s'installa dans la pièce. Suggérez-vous? Commença Vivien, mais Daemon l'interrompit. J'énonce des faits. L'enquête est en cours, mais ce que nous savons avec certitude, c'est que quelqu'un m'a trahi. Quelqu'un qui occupait une position de confiance et de privilège. Il laissa ses paroles faire leur effet avant de poursuivre. Donc, lorsque vous parlez d'ennemis, Lady Vivien, je me demande si vous ne regardez pas dans la mauvaise direction. Son masque glissa un instant, laissant apparaître une lueur de fureur sur son visage parfait avant qu'elle ne se ressaisisse. Votre Majesté, si vous insinuez que je n'insinue rien, je constate simplement que vous semblez très soucieuse de maintenir les structures de pouvoir qui vous sont favorables, tout en vous montrant remarquablement peu préoccupé par les menaces réelles qui pèsent sur ce royaume. Il se redressa, blessé malgré tout. Son autorité émanait de lui par vagues. Mais abordons directement vos préoccupations. Vous voulez que je réaffirme les frontières traditionnelles, que je renvoie les serviteurs dans leur quartier et que je fasse comme si le mois dernier n'avait jamais existé, pour prouver que la naissance et le titre importent plus que le caractère et la valeur.
Oui, dit Vivien, convaincu d'avoir gagné. Pour la stabilité du royaume, non. Ce simple mot tomba comme une pierre dans l'eau calme autour de la table. Les nobles bougèrent, chuchotèrent, échangèrent des regards. Votre Majesté, commença Lord Henrik, mais Damon le fit taire d'un regard. Non, répéta-t-il, sa voix portant dans tous les coins de la pièce. Je ne réaffirmerai pas des traditions injustes. Je ne ferai pas semblant que l'accident de naissance détermine la valeur d'une personne. Et je ne sacrifierai certainement pas quelqu'un qui m'est cher pour maintenir le confort de nobles trop habitués à un pouvoir incontesté. Alors vous ne nous laissez pas le choix, dit Vivienne, le triomphe dans la voix. Nous retirons nos maisons de ce conseil. Vous pouvez diriger votre royaume sans notre soutien. Si vous en êtes capable, dit Ronin, prenant de la parole pour la première fois, vous ne le pouvez pas. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il sourit, mais son sourire n'avait rien d'amical. Au cours des 3 dernières semaines, pendant que vous complotiez, nous avons mené l'enquête, poursuivit-il. L'attaque des chasseurs, oui, mais aussi les registres financiers, les accords commerciaux, les litiges fonciers. Il sortit une liasse de papiers de sa veste. Voulez-vous savoir ce que nous avons découvert, Dame Vivien? Des preuves de détournement de fonds publics, d'imposition illégale de vos locataires, de communication secrète avec des puissances étrangères hostiles. Dois-je continuer? Vivien pâlit. Autour de la table, plusieurs autres nobles semblaient en soudain mal à l'aise. Ce sont des mensonges, commença-t-elle. Ce sont des faits, l'interrompit Damon. Des faits documentés et vérifiés. Et ils ne s'appliquent pas seulement à vous, Vivienne, mais à au moins 6 autres maisons nobles représentées à cette étoile. Son regard balaya la pièce, et je vis plusieurs seigneurs et dames incapables de croiser son regard. Voici donc ce qui va se passer. Ceux d'entre vous qui souhaitent se retirer du conseil peuvent le faire. Vos terres seront redistribuées sous le contrôle de la couronne, vos titres vous seront retirés et vos crimes financiers seront poursuivis avec toute la rigueur de la loi. La menace planait dans l'air, lourde et indéniable. Puis il poursuivit, d'une voix légèrement adoucie. Vous pouvez accepter que ce royaume soit en train de changer, que le talent et le caractère soient valorisés au même titre que la naissance, que la jeune fille que vous avez rejetée comme servante ait plus d'intégrité dans son petit doigt que certains d'entre vous n'en ont dans tout leur corps. Il m'a alors regardé, et la chaleur dans ses yeux m'a coupé le souffle. Et vous pouvez apprendre à voir les gens comme elle m'a appris à les voir, comme des individus dignes de respect, quelles que soient leurs conditions. Le silence s'est prolongé, lourd et tendu. Puis, de manière surprenante, c'est Cassandra qui a pris la parole. « Je soutiens la position du roi », a-t-elle déclaré clairement, « et je propose que nous officialisions une nouvelle structure pour le Conseil qui inclurait des représentants de tous les niveaux de la société et pas seulement de la noblesse. » « Je soutiens cette proposition », ajouta immédiatement Ronnie. Les nobles commencèrent à hocher la tête un à un pour marquer leur accord. Pas tous. Vivian resta figé, le visage masqué par la rage et la défaite. Lord Henrik semblait avoir avalé quelque chose d'amer, mais finit par hocher la tête. Mais ils étaient insuffisamment nombreux à approuver pour que le vent ait clairement tourné. Puis tout se calma, dit Damon. « Dame Vivian, vous avez jusqu'au coucher du soleil pour quitter le palais avec votre maisonnée. Vos terres dans le sud seront gérées par des représentants de la couronne jusqu'à ce que celle-ci décide de leur disposition permanente. Vous ne pouvez pas, bredouilla-t-elle. Je le peux. Je l'ai fait. Et si vous n'êtes pas parti avant le coucher du soleil, je vous ferai escorter dehors enchaîné. Sa voix était glaciale. À vous de choisir. Elle se leva, tremblante de rage, et quitta la pièce sans un mot. 2 de ses alliés se précipitèrent à sa suite. Les nobles restants restèrent assis dans un silence stupéfait, recalculant clairement leur position dans ce nouvel ordre. « Cette réunion est levée, dit Damon. Nous nous réunirons à nouveau la semaine prochaine pour discuter de la formation de la structure élargie du Conseil. Vous pouvez tous disposer. » Ils sortirent lentement, me lançant des regards qui allaient du ressentiment à la curiosité, en passant par ce qui pouvait être un respect réticent. Lorsque le dernier d'entre eux fut parti, il ne restait plus que Damon, Ronin, Cassandra et moi dans la vaste salle. « Eh bien, dit Cassandra avec un léger sourire. C'était dramatique. Était-ce suffisant? Demandai-je, retrouvant ma voix. Enfin,
Avons-nous réellement changé quelque chose ou avons-nous simplement remporté une bataille? Les deux, dit Damon en s'asseyant sur la chaise à côté de moi. Il avait l'air épuisé. L'effort de la confrontation avait clairement mis à rude épreuve son corps encore en convalescence. Nous avons remporté cette bataille et ce faisant, nous avons ouvert la voie à un véritable changement. Mais cela ne sera pas facile. Il y aura d'autres Vivayen, d'autres défis, d'autres personnes qui détesteront ce que nous représentons. Ce que nous représentons, répétai-je, testant ces mots. Je suis donc un Way maintenant. Il prit ma main, son pouce traçant des motifs familiers sur ma peau. Tu es un oui depuis le moment où tu as posé une couverture sur mes épaules et où tu ne t'es pas excusé d'exister. Ses yeux ont croisé les miens, intenses et assurés. Si tu veux bien de moi, si tu es prêt à te tenir à mes côtés, non pas comme un serviteur, non pas comme un symbole, mais comme tout ce que nous pouvons construire ensemble. Mon cœur semblait trop grand pour ma poitrine. Tu demandes à une ancienne servante de se tenir aux côtés d'un roi. Les gens vont parler. Les gens parlent déjà, fit remarquer Ronan avec un sourire. Autant leur donner quelque chose d'intéressant à raconter. Il n'a pas tort, ajouta Cassandra. D'ailleurs, je n'ai jamais vu un démon aussi humain. Tu es bonne pour lui, pour nous tous, en fait. Le royaume a besoin de gens qui se souviennent de ce que c'est que de lutter, d'être ignoré, de se battre pour être reconnu. Cette perspective est inestimable. Je regardais Dimon, l'espoir et la vulnérabilité dans ses yeux, l'homme sous la couronne qui avait choisi de tout risquer plutôt que de compromettre ses convictions, qui m'avait choisi encore et encore, alors qu'il aurait été tellement plus facile de ne pas le faire. Oui, répondis-je simplement. Quoi que ce soit, quoi que nous construisions, oui. Son sourire était comme un lever de soleil, lumineux, chaleureux et plein de promesses. Il s'est levé, m'a tiré vers lui et m'a embrassé là, dans la salle du conseil où, quelques heures auparavant, mon existence avait été débattue et remise en question. Il m'a embrassé comme si j'étais précieuse, comme si j'avais de l'importance, comme si j'étais exactement à ma place. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, Ronan examinait attentivement le plafond, tandis que Cassandra semblait satisfaite d'elle-même. Alors, a dit Ronan, sans nous regarder, je suppose que vous voudrez faire une annonce officielle, obtenir un nouveau titre pour une reconnaissance officielle, ce genre de choses. Damon me regarda, sa main toujours posée sur mon visage. Que voulez-vous? Je peux vous faire dame, vous donner des terres, un titre. Je veux être utile, l'interrompis-je. Je veux aider à construire ce nouveau conseil, mentionna Cassandra. Je veux être la voix des gens comme moi. Des gens qui ont été invisibles pendant trop longtemps. Je n'ai pas besoin d'un titre ronflant pour cela. Vous en aurez un de toute façon, dit-il fermement. Conseillère royale pour les affaires courantes, peut-être, ou conseillère pour la réforme sociale. Quelque chose qui vous donne le pouvoir d'apporter de réels changements. Une noble emmerdeuse royale, suggéra Ronan, nous regardant enfin avec un sourire. Cela semble juste. Je ris. Le son me surprit par sa joie authentique. J'aime bien celle-là. Des semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Nous avons formé la nouvelle structure du Conseil en faisant appel à des représentants des guildes de marchands, des communautés agricoles et même des quartiers des domestiques. Madame Thornberry a assisté à la première réunion, l'air renfrogné, mais sa présence était néanmoins une forme d'acceptation. Vebn a disparu dans ses domaines à la campagne, bien que des rumeurs suggéraient qu'elle complotait quelque chose depuis son exil. Nous nous en occuperions le moment venu. Pour l'instant, il y avait trop de bonnes choses à faire pour se préoccuper outre mesure des ennemis vaincus. J'ai emménagé dans des appartements de l'aile royale, pas dans les chambres des démons, pas encore, mais suffisamment près pour que nous puissions nous retrouver facilement. Nous avons pris notre temps, construisant quelque chose de réel sous l'alliance politique, apprenant à nous connaître dans les moments volés entre les réunions, les réformes et le travail sans fin de transformation d'un royaume. Un matin de printemps, 2 mois après cette réunion du Conseil, je me tenais sur un balcon surplombant les jardins du palais, regardant les serviteurs et les nobles se déplacer dans les jardins sans les murs invisibles qui les séparaient autrefois. Le changement n'était pas complet. Des siècles de tradition ne pouvaient être effacés en quelques semaines, mais c'était un début, un changement réel, tangible, visible. Démon me rejoignit, passa un bras autour de ma taille et me serra contre lui. « À quoi penses-tu? »
Au fait que j'ai failli ne pas venir à ce banquet, et j'admis à quel point j'ai été proche de rester invisible pour toujours. Je suis content que tu ne l'aies pas fait, a-t-il dit doucement. Je suis content que tu aies porté cette robe rouge, que tu aies descendu ces escaliers et que tu aies refusé de t'excuser d'exister. Tu as tout changé, tu m'as changé. Nous nous sommes changés l'un l'autre, ai-je corrigé en me blottissant contre lui. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Aucun de nous ne reste le même. Non, acquiesça-t-il en déposant un baiser sur ma tempe. Aucun de nous ne reste le même. En dessous de nous, je vis Ronan rire avec un groupe composé à la fois de nobles et de conseillers roturiers. Je vis Cassandra plonger dans une conversation avec un représentant marchand. Je vis des serviteurs marcher la tête haute au lieu de la baisser. Des nobles apprenant à les voir comme des personnes plutôt que comme des meubles. Ce n'était pas parfait. Cela ne le serait jamais, mais c'était mieux. Et cela suffisait. Demande me fit pivoter dans ses bras, l'air sérieux. J'ai quelque chose à te demander. Mon cœur fit un bond. Quoi? Dans 3 mois, il y aura une cérémonie de couronnement. Traditionnellement, c'est une réaffirmation des vœux du roi envers le royaume. Il fit une pause, son pouce traçant le contour de ma mâchoire. Je veux faire de nouveaux vœux qui reflètent ce que nous sommes en train de construire. Et je veux que tu sois à mes côtés quand je les ferai. Pas en tant que conseillère, ni en tant que compagne, mais en tant que partenaire dans tout. Je compris ce qu'il me demandait, ce qu'il m'offrait. Une place à ses côtés, non seulement dans sa vie, mais aussi dans l'histoire, dans la transformation de tout un royaume. Oui, ai-je répondu, le mot me venant facilement à présent, à de nouveaux vœux, à un partenariat, à tout ce que nous construisons ensemble. Il m'embrassa alors que le soleil montait dans ce ciel, alors que le palais en contrebas s'animait de vie et de possibilités, alors que l'avenir que nous étions en train de créer ensemble s'étendait devant nous comme un livre vierge. Je voulais être vu, être visible, compté. Maintenant, j'étais tout cela et plus encore. Non pas parce qu'un roi m'avait choisi, mais parce que je m'étais d'abord choisi moi-même, que j'avais choisi le courage plutôt que le confort, la visibilité plutôt que la sécurité, la transformation plutôt que la stagnation. La file qui avait frotté les sols pendant 6 ans avait disparu, remplacée par une femme qui se tenait sur les balcons et aidait à remodeler des royaumes et qui aimait un homme qui l'aimait en retour avec la même intensité. Et quand les gens me demandaient, comme ils le faisaient encore parfois avec étonnement, ressentiment ou curiosité sincère, où je pensais aller, habillé ainsi dans ces belles robes et avec cette démarche assurée, je connaissais désormais la réponse. Je la savais au plus profond de moi-même et j'en étais certaine. En avant, toujours en avant vers l'avenir. Nous construisions ensemble un choix courageux à la fois.